Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de « Et toute ma sympathie » de Françoise Sagan, lu par Vanessa Bilaudoir. Françoise Sagan. Et toute ma sympathie. À Marc Francelet. Ava Gardner. Je pourrais juste dire qu'elle était belle, et seule, et généreuse, et qu'elle aimait rire parfois. Ce n'est pas moi en réalité qui devrais prononcer cet éloge funèbre, même s'il est vrai qu'Ava Gardner et moi-même nous soyons rencontrés, parlé, amusés, même s'il est vrai que nous ayons partagé des après-midi oisives, des nuits blanches et des petits scandales, des points de vue et des fous rires. Bref, que nous ayons été un peu complices pendant 1 mois, il y a belle lurette, lorsqu'elle tournait Meyerling avec l'exquis Omar Sharif, supposé être son fils dans le film et qui dans la vie lui portait un dévouement tout paternel, celui qu'elle inspirait aux hommes qu'elle ne saccageait pas. Malgré cette brève, si superficielle mais pour moi si réelle rencontre, j'imaginais, pour suivre sa dépouille mortelle, le cœur de ceux qui avaient suivi son corps vivant. J'imaginais beaucoup de voix masculines murmurant des mots usés et passionnés. Qu'est-ce qui t'a plu en moi? Pourquoi m'as-tu quitté? Pourquoi ne m'as-tu pas cru? Pourquoi m'avoir dit tout ça? Etc. Un concert de voix masculines, à la fois nostalgiques et incompréhensives dans leur passion. Comme le fut son public d'ailleurs dans son admiration. Car Ava Gardner était une autre. Elle était plus belle que ses rivales, plus amorale et plus désinvolte aussi. Et elle était plus seule que toutes. C'était un animal très beau et très digne de ce fait. Et très étranger. Elle n'offrait aucune solution, aucun avenir, aucune explication à ses amants, car sa beauté soulignait le divorce parfois pas évident au cinéma entre sensualité et vulgarité. Et de même sa carrière était inexplicablement paradoxale. Ni déchue, ni glorifiée, ni vraiment portée au nu, ni vraiment reconnue dans son milieu. Elle était l'actrice dont la beauté primait sur le reste et n'évoquait qu'elle-même. Sa beauté ne l'emprisonnait pas comme Bardot, ne la blessait pas comme Marilyn Monroe, ne l'affolait pas comme Garbeau. Sa beauté était là, avec elle, tranquille. C'était pourquoi les femmes aussi l'aimaient bien. Parce que nulle femme ne l'imaginait au foyer, que nul ne lui en voulait de ne pas y être, et que de même, nul homme ne l'imaginait fidèle, même si certains se désespéraient, car contrairement à toutes ces comédiennes dont la foule suivait les amours, les mariages, les accouchements avec sentimentalité, ces femmes que l'on retrouvait devant des cuisinières ou devant des cliniques, on ne retrouvait Ava Gardner qu'entourée de valises avec, portant ses valises, un nouvel amant. À force d'être nombreux, cela ne faisait plus figure de victime, et on attribua ses amours à d'étranges déviations. Le goût de la dérision pour Mickey Rooney, le goût de la mort pour Dominguin. En tout cas, elle n'apparut jamais comme la moitié de quelqu'un. On ne l'imagina jamais attachée ou frappée par la condition féminine. Elle se promenait à travers sa célébrité et ses passades avec une sorte d'indifférence, une sorte de recul aussi rare que son physique. C'est peut-être pour cela que les femmes l'aimèrent et supportèrent son insouciance. C'est pour cela aussi, peut-être, que La Comtesse aux pieds nus, le seul film où elle ait joué un rôle qui la représentait, où elle joua sa propre mort, fut aussi le seul film où elle sembla jouer la comédie. Car le cinéma, la caméra, les obsessions et les miroirs qu'il promène avec eux n'étaient pas son fort. Je la vis aborder le tournage de scènes tragiques en souriant, en mettant son chapeau de travers sur la tête, en envoyant des clins d'œil. Je la vis aussi s'endormir sur le sol, parce que la mise en scène était trop lente,
Elle fut d'ailleurs dans ces scènes admirablement belle et superbement ailleurs. Je la vis bien plus concernée par un orchestre de tziganes qui jouait faux, ou par un maître d'hôtel abject, ou par un président de compagnie trop hypocrite. Ces agacements, je dois le signaler, se traduisaient par des nappes tirées, des tables renversées, des présidents directeurs vidés d'un taxi, ou par des disparitions interminables. Je vis des banquets en son honneur où elle ne vint pas. Je la vis marcher dans la rue des nuits entières. Je la vis réfugiée dans des silences orageux. Mais ce n'étaient pas les caprices d'une star que je regardais, loin de là. C'étaient les sursauts d'un animal prisonnier que l'alcool délivrait souvent. Bien sûr, pas toujours, je dois le dire, pas assez si je me rappelle la profondeur de ses chagrins muets. On jura de se revoir. On ne se revit qu'une fois, en effet, dans un aéroport, je crois. En tout cas, dans un endroit bourré de gens qui nous laissèrent nous apercevoir, échanger un regard. D'abord étonnés, puis ravis, puis l'instant d'après, lorsque nous ne nous aperçûmes plus, nostalgiques. Du moins, j'espère, le sien le fut comme le mien. Quelqu'un me fit bien sûr remarquer qu'elle avait beaucoup changé, mais je n'étais pas d'accord. C'était toujours ce port de tête orgueilleux, ses yeux froids et mélancoliques, et cette bouche si ferme, autant dans ses refus que dans ses appétits. C'était toujours cet animal hautain et mystérieux, qui ne me donna d'explication qu'une seule fois. En me racontant un soir qu'elle avait passé son enfance et son adolescence entre un père qui bêchait les champs et une mère qui lavait le linge du matin au soir et du soir au matin. Qu'elle n'avait vu que leur dos pendant 15 ans et que depuis, elle ne supportait plus de voir le dos de qui que ce soit. Ce qui que ce soit fut-il occupé lui-même à lui écrire un contrat fabuleux. Non, il lui fallait un visage, un regard, une voix posée sur elle, comme il en faut à chacun de nous. Sauf que chez elle, c'était indispensable et désespéré. Bien sûr, elle croisa bien des regards, et toujours ce fut elle qui les quitta. Mais peut-être s'en détourna-t-elle la première par mauvaise foi ou pour les devancer. Qu'importe. Qu'importe la vérité dans son cas. La vérité n'est nécessaire que pour les faibles ou les prudes. Ce qu'elle n'était pas. Qu'était-elle d'ailleurs ? Plus j'y pense, moins je me le rappelle, moins je le sais. Je pourrais juste dire qu'elle était belle, et seule, et généreuse, et qu'elle aimait rire parfois. Je pourrais dire qu'elle était de ces gens qui font de notre vie, parfois, une sorte de paysage poétique, mais dont on a le sentiment qu'elle est pour eux un désert d'amertume. De ces gens primitifs ou décadents, dont on ne sait où ils vont, et qui sans doute ne le savent pas eux-mêmes, tant ils sont ligotés par la nature. Et dans le cas d'Ava Gardner, par leur beauté intrinsèque. Et donc au demeurant dont la destination importe peu, tant ils ont de grâce et d'éclat quand on les croise, et tant ils traînent de rêveuses questions après sur leur passage, à la suite de leur démarche hasardeuse et inimitable. Cajarc au ralenti. Il est très dangereux de parler de son pays natal, parce que cela correspond à parler de son enfance, et que les écrivains sont en général attendris aux larmes par le souvenir d'eux-mêmes enfants, et que perdant toute pudeur et tout humour, ils ont tendance à se décrire sauvages et sensibles, délicats et fermés, violents et tendres, etc. Exception faite de Sartre et de Proust, bien entendu. D'autre part, que pouvais-je faire d'autre ? Expliquer que le Lot, où je suis née, est un pays pauvre, où les causses de pierre succèdent aux causses de pierre, ne s'ouvrant à regret que pour laisser la lente glissade du Lot. Expliquer que le maïs, le tabac et la vigne en sont les grandes ressources, et que 3 siècles auparavant, un roi anglais y régna à la place du roi de France. Tout cela me paraissait bien fastidieux. De plus, je me serais sûrement trompée. On n'a pas de notion objective, qu'elle soit économique ou historique, de son pays. On a des souvenirs de vacances, de famille, d'adolescence, d'été.
L'Écosse, pour moi, c'est la chaleur torride, le désert, des kilomètres et des kilomètres de collines où seules émergent encore des ruines de hameaux que la soif a vidés. L'Écosse, c'est un berger ou une bergère qui passe ses journées solitaires avec ses moutons et dont le visage est gris, de la couleur de la pierre, à force de solitude. C'est aussi les quelques fermes où l'on débarque les soirs de chasse et où l'on boit un vin nouveau généralement imbuvable. C'est l'extraordinaire tranquillité d'esprit, l'extraordinaire et fréquente gaieté de ces solitaires perpétuels. L'Écosse, c'est les mouches qui se posent sur les naseaux du vieux cheval que je monte et qui n'en peut plus de chaleur lui aussi. L'Écosse, c'est l'impression fantastique, rassurante que la France est vide. En bas d'Écosse, c'est le village qui s'appelle Cajarc, où mes arrière-arrière-grand-mères et ma mère sont nées. Le même village qui fut à l'honneur il y a 10 ans lorsqu'un futur président de la République vint s'y installer et qui a depuis retrouvé son anonymat. Dans ce village, pour moi, sommeille sans flash. J'ai 4 ans. Mon frère a gagné une bouteille de mousseux à la foire. Le bouchon saute et le mousseux roule dans le rebord du chapeau de la vieille tante Louise qui pousse des cris affreux. J'ai 6 ans. Et avec un galopin du village, nous jouons à cache-cache dans les maisons abandonnées qui forment la vieille ville. Maisons où nous ne nous réfugions que pour ressortir aussitôt, comme épouvantés par des ombres. J'ai 8 ans. Le soir, on fait le tour de ville. Environ 600 mètres, des heures entières. Dans l'ombre, 2 ou 3 silhouettes inconnues que 2 tours plus loin, sous un lampadaire, on s'empresse de reconnaître et de saluer. Les chauves-souris zèbrent l'air, piquent vers le cocher, reviennent au ras du sol. J'ai 10 ans. La guerre est finie. Et dans l'armoire de ma grand-mère, il y a toute une planche réservée aux saucissons de l'année. À l'automne, on fait les vendanges et comme tous les enfants, nous buvons le mou frais et sucré qui sort du pressoir devant la porte. Et nous sommes malades toute la nuit. J'ai 13 ans. Et le 14 juillet, devant le monument aux morts, pendant que le maire répète le même discours que l'année dernière, je regarde le nom de mon oncle sur le pan 14-18 et je me crois obligée d'avoir de la peine. J'ai 14 ans et dans le grenier, je cherche désespérément des livres jaunis, des récits de Claude Farrère, des histoires sentimentales ou scabreuses que je cache dans ma chambre. Les orages sont violents dans le sud-ouest. Il y a des après-midi entières de pluie. J'appuie mon visage à la fenêtre. Je me dis que je ne grandirai jamais, que la pluie ne cessera jamais. Je n'ai plus envie de jouer à cache-cache. J'ai envie au contraire de me montrer. Mais il me semble que personne ne me regarde. J'ai 15 ans. Je suis devenue la Parisienne. Je m'en sens fière et honteuse à la fois. Et le jour de fête, sur le foirail, j'espère anxieusement que le fils du quincaillier ou celui du boulanger m'invitera quand même à danser. Et puis, j'ai 18 ans, 19 ans. Je reviens de temps en temps et je suis toujours la petite fille de Madame Laubard. Vous savez, celle qui écrit des livres. Au demeurant, pas grand monde ne les lit et ma grand-mère est plus plainte qu'enviée. À présent que je suis libre d'y venir et d'y rester, et que le mot « vacances » n'a plus cette résonance d'obligation, je reviens souvent dans ce pays. Et je l'admire. Il y a ces côsses interminables qui passent, le soir, du rose au mauve, puis au bleu nuit. Il y a cette vallée si verte coupée d'un fleuve si gris, ces cyprès bordant les ruines, ces maisons aveugles entourées de murs de pierre empilés que personne ne respecte. Il y a la nonchalance, la tolérance de ses habitants. Il y a l'esquive étonnante de toutes ces régions devant le tourisme, la télévision, les autoroutes et l'ambition. Il faut des heures et des heures pour y parvenir. Et si l'on n'y est pas né, l'on s'y ennuie. Les quelques atrocités apportées par le progrès ou les étrangers sont vite absorbées,
jeté ou amalgamé au reste. Ce pays n'a pas changé. Je n'y retrouve pas une enfance détériorée. J'y retrouve une enfance exemplaire qui introduit dans ma vie une sorte de temps au ralenti. Le même temps au ralenti que j'y passais jadis. Un temps sans cassure, sans brisure et sans bruit. À 6 heures, je m'assieds sur les marches de pierre devant la maison. Je regarde passer les gens qui me parlent, les chiens qui s'allongent parfois près de moi. Je regarde tomber le jour. Surprise, voire scandalisée, si une voiture immatriculée d'un autre numéro que 46 traverse la route. De l'autre côté de la rue, je vois toujours le vieux puits où nous allions chercher l'eau, petit, dans des brocs, matin et soir, et où une ou deux vieilles femmes s'échinent encore. La pompe grince, bien sûr, et très souvent l'horloge de l'église s'embrouille et sonne 3 ou 4 fois la même heure. Mais personne ne s'en soucie vraiment. Les réverbères commencent à s'éclairer, à l'eau jaune tous les 100 mètres. Les chauves-souris reprennent leur glissade interrompue. 2 passants se pressent pour le repas du soir. Je commence à avoir froid et faim. Je me lève, je rabats la porte sur la rue tranquille. Demain sera un jour pareil à aujourd'hui. Lettre d'adieu. Puisque nous ne nous aimons plus, puisque tu ne m'aimes plus en tout cas, je dois prendre des dispositions pour les funérailles de notre amour. Après cette longue nuit, chuchotante et étincelante, et sombre que fut notre amour, arrive enfin le jour de ta liberté. C'est alors que moi, restant seul propriétaire de cet amour sans raison, sans but et sans conséquence, comme tout amour digne de ce nom, moi, propriétaire cupide, hélas, qui avait placé cet amour en viager, le croyant éternel puisque te croyant amoureux, c'est alors que je décide, n'étant saine ni de corps ni d'esprit, et fière de ne pas l'être, je te lègue le café où nous nous sommes rencontrés. Il y avait Richard avec moi, et Jean avec toi, ou le contraire. Au coin de la rue d'Assas et de la rue de Rennes, nous nous sommes vus, évalués, et plus. Tu m'as dit « Je vous connais sans vous connaître. Pourquoi riez-vous » Et je te répondis que je riais de cette phrase idiote. Après, tu me regardais, l'air penché, et mystérieux, croyais-tu. Que vous êtes bêtes, vous les hommes, et attendrissants à force. Une femme vous plaît et vous jouez au détective. Que vous cache-t-elle, alors qu'elle ne rêve que de se montrer à vous? Engourdies, délirantes et seules, des femmes rêvent dans Paris, avec des regards d'épagnols et des mimiques de houris. Ils partirent, Richard et Jean, nous laissant là. Tu pris ma main, ou je pris la tienne. Je ne sais pas la suite. L'amour, c'est tellement ordinaire. Je passe sur la nuit. Beau. Tu étais beau. Derrière toi bougeait le rideau fleuri de la maison de passe. Tu me disais, pourquoi pas avant? Pourquoi jusque-là? Pourquoi ce vent? Passons. Il faut passer. J'ai tant de choses à te léguer. La première maison, ce n'était rien. Nous n'habitions nulle part, nous habitions la nuit. À force d'amour, de cris et d'insomnie, nous devenions phosphorescents de corps, exsangues. Je devenais femme vestale. Des cigarettes abandonnées brûlaient doucement, comme moi, dans la nuit, sans s'éteindre. Tiens, je te lègue ça. Un de ces mégots si longs, si écrasés, si significatifs. Te voilà bien loti. Un café triste et un mégot. Je cherche des traces et je trouve des symboles. Je te hais. Comme toi, à l'époque, par moments, tu me haïssais. Je ne peux pas supporter celle que tu as été. Mon cœur n'est pas si fort pour subir ton accord avec des étrangers, des hommes abandonnés, qui doivent se cacher
et rechercher encore l'accord que tu donnais à ces mauvais pianistes, à ces exilés tristes. Cet accord oublié. Jaloux, oui, tu l'étais. Je te donne les lettres que tu as lues en douce, que tu n'as pas voulu détruire par orgueil, par virilité, par bêtise, et que tu savais être là. Et moi qui savais que tu savais, je n'osais plus non plus les jeter. Il y a un instant de l'amour, inévitable, où le pur instinct, le plus pur, devient mélodramatique. Et nous étions si convenables. Convenables. Quel blasphème. Convenable, que dis-je ? Je n'en peux plus de tous tes airs d'homme. J'aimais l'enfant en toi, et le mâle et le vieillard possible. Pas cette figurine. Je te lègue notre air. Tu te rappelles ? On dansait. Palala, palala. On dansait aussi. Pala, pala. Nous dansions. J'étais fière de toi. Tout le monde nous regardait. On regarde toujours partout les gens heureux. Les autres, ça les tue. Ça leur brûle les yeux, mais soi-même, on s'en moque. Palala, palala. Cet air fut beau à danser. D'ailleurs, je te lègue délibérément tout ce qui fut beau, parce qu'il est aussi horrible de le supporter ailleurs sans toi que de le conserver ici pour moi. Et puis l'imaginaire. Tu te rappelles ce dessin que nous avions tracé ensemble, un soir triste, sur un double papier et sans nous consulter ? C'était le même. Ah oui, je te le jure, nous nous sommes aimés. 2 lits de fer sur une plage. 2 têtes, l'une couleur de paille, l'autre de fer. 2 corps au-dessus de la mer interdite, léchant les pieds du lit. Tu avais acheté un pick-up. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.